pareil, Thierry, c'est à toi. Eh bien, bienvenue sur notre webinaire Tout savoir sur les ESRP SPO Auvergnat. Ce webinaire a été conçu dans le cadre de la déclinaison de la nouvelle convention Pôle emploi FAGER qui a été signée le 7 décembre 2020. Pour information, la FAGER, c'est la Fédération nationale des ESRP, ex-CRP, mais on va vous en parler. On a concocté ce webinaire avec l'intention d'éclairer au mieux les gens que nous sommes, les experts de l'accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap. Bon, l'intention est modeste, mais sincère. Alors, ce webinaire, c'est une initiative très territoriale puisque c'est l'initiative de Pôle emploi appui Allier Cantal et puis des 3 directions des établissements et services de réadaptation professionnelle Auvergnat, l'ESRP du Maran, l'ESRP-DV et le CRP Lamotte. On est tous adhérents de la FAGER et tous présents aujourd'hui. Participeront également à ce webinaire donc des représentants du conseil régional, des représentants des Cap Emploi, des MDPH, des missions locales, tous auvergnats. Voilà, pour ma part, je suis Thierry Chausson, je suis le directeur du CRP Lamotte, je suis délégué administrateur de la FAGER, et là, sur ce coup-là, je passe la main à Joël Darignac. Oui, bonjour à tous. Donc, Joëlle Darignac, je travaille à la direction territoriale puis Allier Cantal. Je suis chargée de mission partenariat et je porte le dossier handicap. Donc, en effet, le lieu unique d'accompagnement est une actualité qui arrive à peu près en même temps que la convention FAGER. Et ce lieu unique d'accompagnement qui consiste en un rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi avec la création d'un lieu unique pour accueillir et accompagner les publics TH, donne lieu à une augmentation de nos effectifs de conseillers handicap, dont plusieurs sont en cours d'acculturation. Et nous avons pensé que ce temps d'échange enregistré et mis à leur disposition leur permettrait d'avoir les réponses à la plupart des questions qu'ils se posent. Voilà. Merci. Donc, on va vous présenter maintenant la convention Pôle emploi FAGER. On va rester dans les grandes lignes, chacun pourra en disposer. Elle est sur le site de la FAGER et puis je pense qu'elle sera à disposition chez Pôle emploi. Cette convention, il y avait déjà une convention préalable. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En fait, il y a 5 gros axes de travail. On est bien dans l'idée de renforcer nos coopérations. Comme vous l'avez sous les yeux, il y a un axe qui est la question de l'information sur les mesures favorisant l'accès à l'orientation et à la formation, améliorer l'évaluation et l'orientation professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc là, il y a des chantiers pas mal qui vont se mettre en œuvre. Favoriser la mise en place de l'emploi accompagné. Je crois que le concept est connu par nous tous et du coup, la FAGER a cette intention avec Paul d'améliorer tout ça ou de le favoriser. La connaissance réciproque des deux partenaires, voilà, et puis le partage d'informations sur le marché du travail. En fait, là, le webinaire là qu'on est en train de voir avec vous, on est bien sur l'axe 1 et on est sur l'axe 4. On est déjà dans une déclinaison opérationnelle de la convention. Voilà, donc on a décidé ensuite de vous présenter un petit peu ce qu'était la réadaptation professionnelle. Alors un peu aujourd'hui, un peu demain, puisque la réadaptation professionnelle, on a des nouveaux décrets. On a des décrets en fait qui n'existaient pas avant, donc qui clarifient un petit peu nos missions et qui vont faciliter un petit peu la lecture pour tout un chacun. Je vais vous présenter au niveau national un peu ce que c'est la réadaptation et puis on va avoir une déclinaison après au niveau plutôt local. Donc sur la réadaptation professionnelle, Juste, bienvenue ouais, à Monsieur Fournier de Cap Emploi 63. bonjour Monsieur Fournier. Il arrive juste au moment où on présente la réadaptation professionnelle, c'est magnifique. Alors sur le plan national, la réadaptation professionnelle, c'est alors, on va parler de la FAGER, mais en gros, la FAGER, c'est 95% de tous les établissements de réadaptation professionnelle. Et puis, je pense que vous le savez à peu près. Alors, il y a 161 établissements adhérents aujourd'hui, hein. Et en fait, c'est 3 catégories d'établissements, sachant que le premier, les Auvergnats, on le connaît un petit peu moins parce qu'on n'en a pas sur notre belle campagne auvergnate. Donc, ce sont les UROS. Stéphanie Gillot vous présentera dans le détail hein, ces unités. Donc, on a la famille des UROS,
plutôt réservés à des personnes cérébro-lésées, les ESPO qu'on appelait avant des CPO, et puis les ESRP qu'on appelait avant des CRP. En fait, le vocable ES, vous savez, c'est établissement et services, c'est la même transformation qu'avec les CAT et les ESAT. Hein, l'idée, c'est qu'on abandonne l'idée de centre au sens d'établissement et qu'aujourd'hui, on déploie à la fois des choses dans nos centres, mais aussi des services qui s'exportent. Voilà. Donc, c'est un peu le principe de cette nouvelle dénomination, le même changement de paradigme que pour les ESAT, avec toute une présentation qu'on va vous suivre derrière. Je ne rentre pas plus dans le détail puisque je vais passer la main à Stéphanie Gillot sur ces ces trois types d'établissements et services qu'on retrouve dans la grande famille de la réadaptation professionnelle. Voilà, Stéphanie, je te passe la main. Oui, donc Stéphanie Gillot, chef de service au CRDV, donc l'établissement pour déficients visuels. Donc, comme Monsieur Chausson l'a dit, les trois grands dispositifs en fait, qu'on va vous présenter aujourd'hui, il y a les UEROS, qui sont des dispositifs spécifiquement dédiés aux cérébro-lésés. Ce sont des dispositifs qui permettent un accompagnement pluridisciplinaire, médical et paramédical, également social et un accompagnement projet professionnel. Les UROS sont régis par un décret qui est spécifique, qui est le même depuis 2009. L'UROS Oui. le plus présent proche de nous, c'est Saint-Étienne. On avait dit qu'on… Voilà. Les ESRP, donc établissements et services de réadaptation professionnelle. Alors aujourd'hui, les ESRP en fait proposent un certain nombre d'accompagnements qui vont autour de 4 axes, des formations préparatoires, des accompagnements projets à l'emploi, à la formation, également des formations qui vont être qualifiantes et diplômantes, accompagnées et renforcées par un accompagnement personnalisé à la pédagogie et également sur le volet de la réadaptation, c'est-à-dire médico, psycho et social. L'objectif, c'est effectivement le projet professionnel et de travailler sur des projets d'insertion et dans l'emploi. Donc, un nouveau décret régit l'activité des ESRP depuis 2020. Les évolutions notables, ce sont la possibilité de proposer ce qu'on appelle des évaluations courtes qui permettent une aide à la décision de nos partenaires quant à l'accompagnement de leurs usagers. Et également, ces évaluations peuvent être initiées à la demande d'un employeur, qu'il soit public ou privé. Des prestations également nouvelles qui permettent d'accompagner des travailleurs, des salariés en alternance ou en contrat de professionnalisation. Également la possibilité de proposer aujourd'hui des formations spécifiquement dédiées aux travailleurs des AT et d'entreprises adaptées. Et puis, on va avoir aussi une des nouveautés, c'est l'accompagnement de jeunes à partir de 16 ans, de jeunes en situation de handicap. Et puis, le décret vient aussi permettre en fait l'accompagnement de public dans ce qu'on appelle le hors les murs. Alors, le hors les murs, ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité en fait d'apporter notre expertise de la réadaptation professionnelle, mais aussi de la pédagogie adaptée à des usagers qui sont en formation dans le droit commun et que l'on continue à accompagner sur la spécificité liée à la compensation. Donc, le décret de 2020 va aussi régir les évolutions des missions des ESPO. Les ESPO aujourd'hui, ce sont des phases d'accompagnement qui ont une durée de 12 semaines en continu. C'est un accompagnement individuel à partir de la notification de la CDAPH qui permettent d'élaborer un projet professionnel et également un accompagnement social qui va être validé par des mises en situation de travail. Ce sont des accompagnements individuels à la mise en œuvre effective du projet. Donc, les évolutions qui sont permises par le décret 2020, c'est d'élargir la période d'accompagnement, passant de 12 semaines en continu à 24 mois, sans dépasser une durée de 14 semaines. C'est-à-dire c'est de permettre en fait, des interruptions, des allers-retours en fait, dans l'accompagnement.
Et puis, il a également la possibilité d'intégrer dans ces dispositifs des jeunes à partir de 16 ans. Alors, je vais repasser la parole à Madame Chalandon. Donc, bonjour, Céline Chalandon, Céline Vergniaud, donc directrice du site du Maran, de l'ESRP de l'ESPO du Maran. Et je vais prendre la suite effectivement de la présentation de mes collègues pour vous présenter le contexte de cette réforme, ce décret de 2020, qui est effectivement un texte refondateur du secteur de la réadaptation professionnelle, qui à la fois est venu confirmer un certain nombre de choses que nos établissements ESRP, ESPO pratiquaient déjà, mais également est venu ouvrir un certain nombre de possibilités, notamment des choses assez nouvelles qu'on commence à construire avec les partenaires. On vous a mis sur la visio et vous retrouverez sur le lien PowerPoint aussi, vous invitant à aller consulter un outil qui a été construit par notre réseau fédéral, le réseau FAGER, qui s'appelle l'outil Prezi. Et que je vais vous afficher. Alors pour ça, il faut que je fasse une petite manipulation, un partage d'écran. Et si la technique est avec nous, quand vous cliquerez sur le lien PowerPoint, vous allez atterrir sur ce site internet. Donc le site internet, voilà, l'outil Prezi, qui va vous permettre assez facilement d'aller découvrir, d'aller naviguer en fonction des informations que vous souhaitez découvrir sur ce nouveau décret de la réadaptation professionnelle, pour lequel, à l'heure d'aujourd'hui, certes, le décret a été publié, il date d'octobre 2020, mais on est encore en attente d'un certain nombre d'arrêtés pour vraiment mettre pleinement en application ce que le décret est venu, donc soit confirmer, soit au contraire nous permettre aujourd'hui de mettre en œuvre pour favoriser le parcours de réinsertion professionnelle des publics que nous accompagnons. Donc, vous retrouverez sur cet outil en quelques clics les enjeux du décret. Également, si vous souhaitez découvrir davantage les missions spécifiques des anciens CPO, aujourd'hui ESPO, ou alors plus particulièrement les missions spécifiques des anciens CRP, aujourd'hui ESRP, mais il vous suffira d'aller cliquer sur ces pastilles. Et puis, comme on le disait, pour la question du calendrier, effectivement, le décret est publié, ça date d'octobre 2020. On est aujourd'hui en pleine phase de déploiement, avec donc c'est des arrêtés qui doivent toujours être précisés sur certains dispositifs, mais qui font l'objet de nombreuses concertations à la fois au niveau national et régional, avec notamment nos autorités de tarification comme l'ARS. Il faut savoir aujourd'hui qu'au niveau de la région Aura, sous l'égide de l'ARS et avec aussi la participation du conseil régional ARA, nous avons actuellement une étude régionale des établissements sur les établissements ESRP, ESPO, qui doivent notamment nous permettre de davantage faire connaître notre offre de service. Et c'est aussi le sens de cette visio à l'initiative de Pôle emploi, mais aussi en votre présence à tous nos partenaires. Voilà, donc on vous mettra l'accès à cet outil Prezi et on vous invitera à aller naviguer sur ce site internet pour aller prendre davantage d'informations sur ce que contient ce décret. Je te passe la parole, Thierry, sur les chiffres FAGER. Alors, peut-être justement sur l'arrêté dont parle Céline, aujourd'hui, les arrêtés feront l'objet d'une communication à nouveau. Hein. En fait, il y aurait un seul arrêté qui reprendrait toute la mise en œuvre des décrets. Tout le monde fait le nécessaire sur le plan fédéral et même sur le plan, on va dire, des hauts fonctionnaires pour que les décrets soient signés avant les élections présidentielles. Mais voilà, vous connaissez comme nous ce qui se passe quand il y a des élections. Donc, le vœu pieux, c'est que ce soit signé avant. Si l'arrêté est signé, on fera une communication parce que ça va déclencher des mises en œuvre un petit peu plus rapides, notamment sur l'accueil des jeunes de 16 ans, etc. Enfin, sur tout ce qui va être possible. Voilà. Pour conclure sur la réadapte au niveau national, c'est 14 500 personnes accueillies en moyenne, c'est 4 000 salariés. Alors, c'est 200 formations qualifiantes en nombre de diplômes, mais vous imaginez bien que c'est beaucoup plus de formations ouvertes sur les bassins et dans les établissements. Alors, on ne s'est pas privé de vous donner nos taux de réussite. On est sur des 75% de taux d'obtention de diplômes complets. Si on va sur les diplômes partiels au sein des titres ministère du Travail, on est un petit peu plus au-dessus. Et puis, on est pas mal au-dessus, même puisqu'on est autour de 85-90. Et puis, on a un taux d'accès à l'emploi, donc de sortie positive qui est de 63%. Alors, les sorties positives, on est sur normalement des CDI ou des CDD supérieurs à 6 mois ou des projets de formation supérieure. Donc, la réadaptation n'est pas trop mal en matière de retour à l'emploi par rapport au droit commun. Mais je vous inviterai à aller voir les chiffres du droit commun. Donc, voilà en gros ce qu'on voulait vous dire sur la réadaptation dans son cadre un petit peu juridique, dans son cadre national. Et là, je crois que je redonne la main à Céline, il me semble.
Tout à fait. On en profite pour accueillir M. Campos, référent insertion professionnelle de DPH 63, qui nous rejoint. Bonjour, bonjour, désolé du retard. Bonjour. Bonjour. Alors, nous en passons, après la présentation, effectivement, donc de cette convention FAGER Pôle emploi et puis les rappels un petit peu sur voilà, le contexte de cette réforme, de ce nouveau décret des ESRP et ESPO. On a souhaité aussi, à travers cette visio, et on a travaillé de concert avec vous, Joël, vraiment répondre aux questions de terrain. L'idée étant ça, hein, de vraiment répondre aux questions de terrain pour permettre à vos collaborateurs, auprès de nos différents acteurs, de disposer d'informations pour permettre plus facilement de faire appel à nos services ou de renforcer nos coopérations. Donc pour ça, on va repartir de vos questions, Joël, enfin en tout cas des questions qui ont été remontées par vos conseillers, en essayant d'être pratico-pratique pour renforcer nos coopérations. Merci à vous et merci pour cette présentation. Donc, la première question qui pourrait se poser pour un prescripteur de Pôle emploi ou de n'importe quel réseau du SPE, à qui s'adressent les services de réadaptation professionnelle? Alors, les services de réadaptation professionnelle s'adressent aux personnes qui disposent d'une RQTH et dont l'accès ou le retour à l'emploi va nécessiter une formation avec un appui, un accompagnement médico-psychosocial et professionnel. Donc, ces personnes vont avoir déposé un dossier individuel auprès de la MDPH. C'est un dossier qui va être instruit par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation qui donnera lieu à une décision de la CDAPH. Donc, vous pouvez avoir accès à des informations qui vont être détaillées sur le site de la FAGER, qui vous permettent de consulter en fait l'ensemble des dispositions qui permettent l'accès à un ESRP. Alors, vous avez ici différentes rubriques qui vous sont présentées par Céline Vergniaud. Sur le site de la FAGER, vous allez donc trouver également des informations sur les conditions d'admission, notamment. Voilà, donc vous disposerez du coup de ce lien sur le PowerPoint et ça vous permettra d'y revenir. Je vais repartager mon écran. Et nous allons pouvoir passer à la question suivante. Bien, merci. Donc, la question suivante, ce serait quel est le statut des bénéficiaires? Alors, lorsque les bénéficiaires intègrent un établissement et service de réadaptation professionnelle, ils sont stagiaires de la formation professionnelle. Donc, les offres de formation des ESRP va être agréées par le conseil régional et va ouvrir droit à la rémunération aux conditions applicables aux personnes qui bénéficient d'une RQTH. Alors, effectivement, il existe un droit d'option. Si vous avez également besoin d'avoir plus d'informations sur ces droits et rémunérations, vous avez également sur le site de la FAGER une rubrique qui s'appelle Vos droits qui vous permettent d'accéder à l'ensemble de ces informations. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir un petit peu à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de spécificité qui concerne le statut de la rémunération d'un usager en ESRP, ESPO. Il est stagiaire de la formation professionnelle. Alors, peut-être, Madame Adams, est-ce que vous souhaiteriez apporter une information complémentaire à ce qui vient d'être dit? Merci, Madame Adams. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Madame Adams, peut-être il faudrait monter le volume de votre micro. Oui, peut-être en attendant les propos de Madame Adam, c'est de se rappeler que les conditions de rémunération des TH en ESRP sont à 95% les mêmes que les conditions d'intégration des personnes RQTH en organisme de formation ordinaire. C'est bien de redire aux agents. Il n'y a pas un statut de rémunération spéciale CRP ou SRP. Hein, le Code du travail prévoit une rémunération pour les personnes bénéficiant de la RQTH. Après, dans les régions, on va avoir des règlements de rémunération. Mais là, Madame Adams peut peut-être nous en dire plus si elle est en ligne. Je suis en ligne, je pense que vous m'entendez. On vous entend très peu. C'est ça. Alors, on vous entendait un tout petit peu mieux là à l'instant, Madame Adams. Alors, voilà, c'est très bien. Merci.
Là, c'est Non. moins bien. On pourra y revenir dans Je ne sais les pas si facs on de- m'entend, du coup, je suis la collègue Ah, de Madame Adams. Si on vous entend bien. Si, c'est bon, Dans ce merci. cas-là, je vais prendre la parole. Je suis gestionnaire rémunération à la région. Mais je crois que Monsieur Chausson, vous avez bien résumé du coup ce qu'il en est de la rémunération des travailleurs handicapés. En effet, ils ont donc un droit d'option, c'est-à-dire soit une rémunération, le choix entre une rémunération Pôle emploi ou région en fonction de leur situation. En fait, et c'est très personnalisé, individualisé, j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas voilà, résumer pour tout le monde. Et chaque personne, du coup, a un barème différent selon sa situation, en fait. Et en effet, on peut retrouver un peu plus d'informations au niveau de la rémunération sur le règlement rémunération de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant que les grandes lignes, on les trouve sur le site là qu'on vous a présenté ici, hein, sur les grandes catégories de rémunération, les niveaux de rémunération. Et après, c'est des cas très particuliers, mais globalement, ce qu'on trouve sur le net ou ce qu'on trouve sur les sites spécialisés, on a un niveau d'information qui est très correct en matière de rémunération. Je vous propose de passer à la question suivante. Oui, merci. Donc, en complément de cet aspect rémunération, qui finance le parcours de réadaptation professionnelle? Alors, les ESRP en tant qu'établissements médico-sociaux sont financés par l'assurance maladie sur décision de l'ARS ARA dans le cadre de la politique de santé qu'il définit. Donc, le bénéficiaire et le prescripteur n'ont pas de démarche spécifique à réaliser. La décision d'orientation de la CDAPH va déclencher la prise en charge de la personne dans le cadre de l'établissement. Alors, à noter que les établissements portent également d'autres dispositifs avec d'autres financements. À titre d'exemple, les prestations d'appui spécifique de la GFIP, par exemple, hein, ce sont des prestations donc avec réponse à appel d'offres. Il peut y avoir aussi des actions de formation continue. Les dispositifs d'emploi accompagnés sont proposés aussi dans un certain nombre de SRP sur la région. Autrement dit, le conseiller qui accompagne n'a pas une recherche de financement à faire. Hein. Quand il oriente en ESRP, il faut considérer que le financement est acquis s'il relève de tous les critères et si la CDAPH est OK, ce qui n'est pas le cas d'un demandeur d'emploi classique qu'on accompagne sur lequel il y a de l'ingénierie financière à faire sur son parcours de formation. Là, quand l'orientation est validée par la CDAPH, la prise en charge n'est pas traitée, elle est de fait. Elle est faite, oui. Dans le cadre de la dotation globale de l'établissement, en fait. D'accord, donc ça, c'est important pour les prescripteurs, effectivement. Par ailleurs, qui peut orienter un demandeur d'emploi bénéficiaire de l'obligation d'emploi vers ces établissements? Alors, l'orientation, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'unique compétent de la CDAPH. Donc, sur l'instruction des dossiers individuels dont on a parlé tout à l'heure auprès des MDPH. Et puis là, on renvoie justement, si certains RIP là, veulent prendre la parole pour nous expliquer le fonctionnement de ce travail. On retrouvera aussi sur le site de la FAGER les conditions. Donc, on dit que c'est l'affaire de la CDAPH au bout du bout avec l'instruction de nos partenaires MDPH. Mais en fait, dans la réalité, en amont de l'instruction de la MDPH, on va considérer que l'orientation, c'est un peu l'affaire de tous les professionnels qui interviennent. En amont, donc dans l'accompagnement, hein, que ce soit les conseillers Pôle emploi, que ce soit les conseillers missions locales, que ce soit les CAP emploi, les CBC, les organismes de formation, en fait, tous ceux qui travaillent sur l'accompagnement professionnel peuvent, à un moment donné, orienter vers un CERP. Il faut juste passer par la case MDPH, enfin, juste passer. Donc là, si M. Campos ou si nos collègues des MDPH du CAIS veulent prendre la parole, il y a cette étape-là d'évaluation des projets. Mais on a osé dire que c'était un peu l'affaire de tous. Voilà. Mais je laisserai bien la main là, au MDPH là. Oui, moi je peux, si vous voulez, prendre la parole en vous disant que c'est complètement ça, c'est-à-dire que plusieurs clés d'entrée, ça peut être déjà une motivation de la personne, de l'usager, hein, qui a entendu parler du centre et des possibilités de se former, une motivation de la personne qui voudrait se former sur un secteur d'activité mais qui ne sait pas que ce centre peut exister et qui pourrait lui correspondre justement par rapport aux critères d'éligibilité dont on a parlé tout à l'heure. Et bien évidemment,
nous, on adore tout ce qui est bilan d'accompagnement de quelque opérateur que ce soit, du service public de l'emploi ou autre, qui pourrait aider la personne, en tout cas, à expliquer la motivation de cette entrée en CRP, quelle que soit l'action, hein, la préo ou le reste. Et donc, du coup, ça nous permet, nous, en tout cas, de vérifier déjà si, j'allais dire, cette orientation, elle va être compatible déjà avec la problématique de santé de la personne. Et après, oui, voir si on peut développer les compétences en centre. Dès lors qu'il n'y a pas ce genre de bilan d'accompagnement, j'en ai encore reçu un ce matin de la part de Cap Emploi. Nous, on le demande, si toutefois la personne a été suivie ou est en accompagnement au moment où elle nous sollicite, on demande toujours un petit topo de la part de l'opérateur qui va nous aider à évaluer la situation, puisque ça apporte sa pierre à l'édifice. Voilà. Après, indépendamment de ça, la personne peut être demandeuse d'un parcours de formation ou d'une détermination de projet, et sans même savoir, ou en tout cas sans même prendre connaissance de l'existence des CRP, on peut, nous, bien évidemment, lui présenter la structure et lui préconiser dans la mesure où ça lui correspondrait le plus. Voilà. Merci. Je poursuis. Quels sont les moyens pour faciliter l'orientation? Alors justement, dans le sens de ce qu'il vient de dire, en amont du dépôt de dossier à la MDPH ou pendant l'instruction du dossier à la MDPH, nous avons à disposition sur l'ensemble de nos établissements un ensemble de moyens et d'outils qu'on vous met à disposition, à la fois le demandeur d'emploi, mais aussi vous les conseillers. Alors le premier, c'est la consultation de nos sites internet, où vous trouverez à la fois la description de notre offre de service, mais également des modalités pratiques, des dates d'entrée, par exemple, sur les dispositifs, les modalités aussi pour venir rejoindre et visiter nos structures. Ce sont des informations qui sont tout à fait accessibles sur nos sites internet. L'autre moyen mis à votre disposition, c'est les visites de nos établissements qui sont tout à fait possibles en dehors de toute notification. Qu'on ait déposé ou pas un dossier à la MDPH, on peut venir rencontrer et visiter nos plateaux techniques. C'est aussi l'occasion de rencontrer nos professionnels. Et parfois, c'est aussi l'occasion pour des professionnels du secteur spécialisé ou de droit commun, de venir aussi rencontrer nos équipes spécialisées ou d'échanger des informations en vue de faciliter l'accès à l'information, voire potentiellement aussi solliciter nos services pour des évaluations courtes qui peuvent du coup donner lieu à des bilans et qui peuvent venir enrichir le dossier qui est déposé auprès des MDPH. Sur les évaluations courtes, le décret va préciser ces évaluations-là. Il y a des pratiques aujourd'hui qui sont assez hétérogènes d'établissement à établissement avec des usages qu'on peut avoir moi, sur l'ALI avec la MDPH de l'ALI en l'occurrence. Les arrêtés du décret vont préciser un peu ce que seraient ces évaluations courtes, vont peut-être redéfinir le périmètre pour que sur chaque bassin ou sur chaque établissement, on ait une offre de services assez équivalente en matière d'évaluation. Ça, c'est le prochain dossier fédéral et qui suppose un groupe de travail mais beaucoup de SRP ont déjà des pratiques, je pense que d'homme à homme, je dirais presque, entre les RIP et puis les établissements. Voilà. Moi, j'avais une question, si vous le permettez, par rapport à la visite d'établissement. Histoire de ne pas dire trop de bêtises, soit quand on est en direct, en évaluation en équipe, on peut dire quoi, une fois par mois, les portes sont ouvertes? Alors, sur certains sites, vous retrouverez directement le calendrier des visites. C'est par exemple le cas de l'ESRP, le SPO du Maran. Vous avez directement accès au calendrier avec les dates de visite. Et effectivement, la fréquence est environ d'une fois par mois sur les établissements. Voilà. Avec un système, notamment concernant les conditions sanitaires actuelles, un système de préinscription et aussi pour, on va dire, être dans un volume qui permette une vraie qualité d'échange au moment où les personnes viennent visiter l'établissement. D'accord, merci. Et on peut être sur des visites collectives, on peut être sur des visites à la carte. Il y a plein de formules. Donc là, il ne faut pas hésiter à contacter nos chargés d'admission. Enfin, on va voir un petit peu après, on va vous donner des… Voilà, à la fin, vous verrez, on vous mettra l'ensemble des coordonnées et les informations utiles pour pouvoir effectivement faciliter la prise de contact. Très bien, merci. Merci. Les visites sont effectivement très parlantes pour les prescripteurs. Ouais. Ensuite, comment identifier le public cible à orienter vers les ESRP? Alors là, on a imaginé que c'était donc une question très Pôle emploi. Donc, on est reparti sur deux situations possibles. Donc, en fait, la question fondamentale qui nous apparaissait quand la question était posée, c'est de se dire, est-ce que la personne dispose déjà d'une RQTH? Est-ce qu'elle est identifiée?
est-ce qu'elle est identifiée en fait auprès de la MDPH en fait. Donc là, si elle ne l'est pas, il y a peut-être l'accompagnement pour instruire ce dossier. Aujourd'hui, je crois qu'on trouve l'info directement auprès des MDPH. Peut-être que les MDPH ont d'autres choses à nous dire là sur cet accompagnement-là. La question simple, c'est la personne doit être identifiée par la MDPH, elle a donc à instruire un dossier individuel et puis elle le dépose et puis la MDPH va surtout voir si la personne relève du champ du handicap. Hein, peut-être qu'un agent, il peut avoir un doute là-dessus ou que le bénéficiaire ne sait pas bien. Personne ne peut ne pas savoir, c'est compliqué. Hein, si la personne est déjà identifiée, c'est très simple. Si la personne ne l'est pas, où est-ce qu'elle en est, elle, de sa conception du handicap? Est-ce que l'agent a repéré des choses en matière d'eux? Bon, donc là, je laisserai Pôle emploi voir comment il se débrouille avec ça. On peut être éclairant. Si la personne elle-même dit qu'elle perçoit le handicap, ça peut être simple, ou qu'elle a vraiment des contraintes à retravailler. Donc, ça peut être facile de l'orienter vers la MDPH. Et puis après, il y a la logistique dont on a parlé tout à l'heure, c'est un dossier, et puis c'est l'instruction par la MDPH. Le deuxième cas de figure, la personne a l'RQTH, donc ça c'est facile à investiguer par les agents qui accompagnent en fait. Hein. C'est une question simple qui peut être posée, mais la plupart des demandeurs d'emploi qui le sont pas gênés spécialement pour dire qu'ils l'ont, puisqu'ils ont fait cette démarche et que la MDPH les a aidés à accepter ou à admettre ce statut. Alors, je ne sais pas quel terme il faut choisir exactement. Donc là, la question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a bien un besoin de formation? Est-ce qu'il y a bien un besoin de consolidation du projet, d'aide à l'élaboration? Et là, du coup, la question, c'est de renvoyer vers son RIP, parce qu'en général, si la personne a la RQTH, elle connaît peut-être le nom de son référent d'insertion professionnelle, ou on peut toujours lui dire que dans les MDPH, il y a des référents d'insertion professionnelle dont c'est le métier de les éclairer sur les démarches à suivre en matière d'orientation vers nos établissements. Voilà, les MDPH, si j'ai dit une bêtise, vous n'hésitez pas à ce moment-là. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Ah, c'est super alors. Ensuite, est-ce qu'il existe des critères liés à la maturité du projet de la personne? Alors là, on a détaillé ce slide en deux parties. Il y avait la question de l'autonomie puis la question de la nature du handicap. Sur la question de l'autonomie, on a fait une réponse un peu simple, mais qui n'est pas si simple pour les MDPH en fait. Hein. Mais en fait, l'autonomie qui est visée, c'est celle qui est nécessaire à l'inclusion professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre plus ou moins de critères. Nous, c'est est-ce qu'on perçoit que la personne peut travailler? Alors, ça paraît facile, c'est pas si simple que ça. Et c'est là que les MDPH vont nous éclairer. Pour autant, on a voulu préciser que certains de nos usagers se réaliseront professionnellement en entreprise adaptée ou en ESAT, ce qui dit quelque chose aussi sur l'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont pouvoir avoir une activité de travail. L'ESAT est fait pour ça. Hein, donc, s'il est en ESAT, c'est qu'il y a une question d'autonomie qui est peut-être dans la vie quotidienne, qui est peut-être dans, on va dire, peut-être le rendement, la capacité à travailler vite ou à intégrer des consignes à la même vitesse que dans le milieu ordinaire. Mais rappelons-nous que nous, on a aussi des gens qu'on accompagne vers des emplois dits adaptés ou spécialisés, en fait. Hein. Donc, la question de l'ONI restera quand même l'objet d'une évaluation des MDPH. Nous, on dit aussi que c'est un objet d'accompagnement. Plusieurs d'entre nous avons dans nos établissements des actions d'accompagnement relatives à la compensation du handicap. Là, le CRDV est très prolixe hein, sur la déficience visuelle pour nous expliquer comment ils font. L'accompagnement à la vie quotidienne, justement, parfois certains travailleurs d'ESAT, eh ben, ils sont en ESAT, mais ils sont aussi en foyer parce que la vie quotidienne, c'est pas joué en matière d'autonomie. Donc, nous, on a dans nos trois établissements-là, il faut investiguer sur nos sites et puis prendre contact avec nous, on a des moyens d'accompagner l'autonomie. C'est une mission, un de nos établissements aussi. Donc, l'autonomie n'est pas un prérequis à la réadaptation. L'autonomie est bien un objet d'accompagnement. Alors, on ne fait pas de miracle. Enfin, de la même façon que les IME ou que tous les gens qui travaillent sur l'autonomie ne font pas de miracle, mais c'est intégré dans le processus d'accompagnement. Hein, de réadaptation, ce qui va nous distinguer d'une formation classique en fait, hein, mais on reprendra après ça. Après, on a voulu préciser aussi sur la nature du handicap
que tous les établissements de l'Auvergne, là, on est tout type de handicap, à part le CRDV qui est très spécialisé déficience visuelle. Il y a plusieurs CRP en France qui ont des spécialités, notamment sur la déficience visuelle. Beaucoup d'entre nous développent aussi des spécialités sur l'accueil de personnes souffrant d'autisme ou de problématiques cognitives, mais ça rejoint l'activité de la politique de santé sur l'accueil des personnes en troubles cognitifs tels que la dyspraxie ou la dyslexie. Donc, et il faut entendre que, hormis les CRP spécialisés comme la déficience visuelle, tous les autres sont plutôt tout type de handicap. La question, c'est la compensation de ce handicap et c'est l'accès à l'emploi une fois qu'il y a la compensation. Voilà. Avec la question des restrictions qui auraient été mesurées par la MDPH, que nous, on continue de mesurer sur tout compte fait entre un choix de métier, un poste de travail et telle entreprise. On va mesurer la facilité d'accéder à un emploi. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux dimensions-là. Toujours sur la question de la maturité du projet, Thierry? Alors, sur la maturité du projet, là, on est moins, j'allais dire, on est moins exigeant parce qu'en fait, les 3 ESRP d'Auvergne-là, on a tous les 3 des dispositifs de maturation du projet, pour prendre le terme. On peut être à un niveau de projet professionnel 0, et donc c'est ce qu'on va retrouver à préparatoire général du DV, ce qu'on va retrouver sur les actions de MOB du Maran et sur la préparatoire au projet professionnel du Maran, ainsi que sur la préparatoire au projet de la mode. Donc, on a chacun un dispositif d'aide à l'élaboration du projet. Après, on sait que des fois, ça a besoin d'être consolidé. Et nous, nos préparatoires, elles ont ce sens-là. La préparatoire, elle vise les prérequis un petit peu à la qualif. C'est-à-dire que je monte en prérequis, peut-être scolaire, mais nos préparatoires ont aussi pour mission de consolider le projet. Moi, j'avais fait une étude sur nos établissements. Seulement 50% des gens préparatoires avaient fait des stages en entreprise pour le métier pour lequel ils souhaitaient se qualifier. Donc, dans les prépas, on sait qu'il y a un travail de consolidation du projet. Voilà. Donc, on est plutôt bien équipé là. Les 3 CRP auvergnats, on est plutôt bien équipé pour faire ce travail-là. Et puis, on s'est permis de rajouter en bas de la slide, en cas de doute, il faut qu'on en parle. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des doutes pour lesquels les prescripteurs, mais on travaille souvent avec les RIP et puis parfois les agents de CAP et puis de Pôle. Des fois, on a un petit doute. Donc là, on va en discuter et on va mesurer ensemble si on prend un risque ou pas d'intégrer quelqu'un dans nos dispositifs, dans le dispositif de préparatoire. Sur les préqualifiantes, ça pose question des fois. Des fois, on n'est pas sûr que la personne va l'atteindre, cette qualif. Mais on va diffuser la réponse, on va reporter la réponse à la fin de la prépa. Et on se dit, on a le temps de la prépa pour tous chercher pour tous lever les doutes. Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, la maturité du projet n'est pas, pour nous, une exigence en soi, n'est pas une condition, puisqu'on a tout cet appareil en amont des qualifs qui nous permettent de faire ce boulot de consolidation. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut réévoquer en quoi vos formations sont différentes? Alors, on peut répondre en 2 temps. Elles sont à la fois différentes, elles sont à la fois identiques. En fait, les formations, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'elles vont faire partie intégrante en fait, du parcours de réadaptation professionnelle. Donc, elles peuvent être une étape. On a parlé des préparatoires, et puis effectivement, elles peuvent être suivies d'une formation qualifiante. Les formations conduisent à des certifications, des qualifications qui vont être identiques au droit commun. La plupart des actions de formation qualifiante doivent être inscrites au RNCP, un répertoire national des certifications professionnelles. Donc un titre professionnel obtenu en ESRP est le même titre professionnel que celui qui serait obtenu dans un autre organisme. Alors, ce qui va être différent, c'est que le temps n'est pas le même puisqu'il faut pouvoir inclure l'accompagnement médico-psychosocial dans le parcours de formation. Donc, c'est aussi des pédagogies qui vont s'appuyer sur des périodes alternées ou de l'alternance. C'est l'individualisation des parcours au regard des besoins en termes de compensation des personnes. Et puis, c'est également le suivi à l'insertion et effectivement la compensation du handicap. Donc, le temps n'est pas le même. Le temps de la réadaptation
est différent effectivement de celui du droit commun, puisqu'il n'y a pas de réadaptation dans le droit commun. Alors, les modalités également peuvent être différentes. Alors, on a parlé effectivement de l'aménagement du temps de formation. C'est également la possibilité, alors là c'est ce qu'on a évoqué un petit peu en amont, ce qu'on appelle le hors les murs, l'accompagnement des stagiaires dans un parcours de formation de droit commun. Donc la possibilité d'élargir l'offre de formation qui en fait est proposée en ESRP, mais en s'appuyant sur le droit commun lorsque la personne a la possibilité de se former dans le droit commun, mais continue à avoir besoin, au regard de la compensation de son handicap, de la réadaptation psychosociale ou médicale. Et puis la possibilité aussi pour certains ESRP de mettre des formations à distance de manière partielle. Bien. Quel type de professionnels sont présents en établissement et pour quel accompagnement? Alors, l'ensemble des ESRP vont s'appuyer sur un accompagnement, alors effectivement, la pédagogie spécialisée et également des équipes pluridisciplinaires médico-psychosociales. Donc, il va y avoir en fait un socle commun à l'ensemble des ESRP. Ce sont les formateurs et les conseillers en insertion professionnelle. Et puis, il va y avoir également des équipes médico-psychosociales qui vont être spécifiques en fonction des ESRP et des ESPO. Là, c'est lié aussi à la nature du handicap éventuellement des personnes. Si je parle pour le CRDV, on va avoir des métiers très spécifiques à la déficience visuelle, comme les instructeurs en locomotion, qui ne seront pas forcément présents dans d'autres ESRP. Par contre, la partie commune, médecin, psychologue, assistante sociale, infirmier, ergothérapeute, ça, c'est généralement des professionnels rééducateurs qu'on va retrouver sur l'ensemble des ESRP. Et puis, il y a effectivement les professionnels de l'ESRP et de l'ESPO, mais il y a aussi l'ensemble des réseaux partenaires en fait, sur lesquels les professionnels vont pouvoir s'appuyer pour l'accompagnement de nos usagers. Des centres hospitaliers, des centres spécialisés sur les problématiques d'addiction, des ESRP ressources. On travaille de manière conjointe. Effectivement, on peut venir, par exemple, nous, en appui sur un bilan orthoptique à la demande d'un collègue ESRP pour répondre à un besoin spécifique d'un usager ou d'une question en fait, qui peut être posée. Et puis également sur des libéraux, sur des compétences particulières lorsque le besoin va va apparaître dans l'accompagnement d'un usager. Bien. Pour les stagiaires, quelles sont les possibilités d'hébergement, restauration, transport et quel est leur coût? Alors effectivement, c'est souvent des questions importantes pour les stagiaires, puisque dans un parcours de réadaptation professionnelle, voilà, s'héberger, pouvoir se restaurer participent aussi, sont parfois des outils d'aide et de développement de l'autonomie. Nos 3 ESRP auvergnats ont tous la possibilité d'accueillir des personnes pour être hébergées par l'ESRP. C'est souvent le cas pour des personnes qui habitent hors département, hors région, mais aussi pour des personnes du département. Parfois, il est intéressant d'intégrer dans le cours de parcours de formation l'hébergement proposé par l'ESRP, y compris le week-end. L'accès à l'hébergement est 100% pris en charge par l'assurance maladie, donc gratuit pour les bénéficiaires, selon donc leurs souhaits et leurs besoins. Là aussi, on part vraiment du souhait de la personne. Pour ce qui concerne les prestations de restauration, tous nos établissements proposent une restauration matin, midi et soir, la semaine ou le week-end, et avec une particularité pour les stagiaires qui sont pris en charge au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pour lesquels ces prestations sont entièrement gratuites, prises en charge par l'assurance maladie. Pour certains de nos établissements, c'est le cas pour l'ESRP de la Motte et l'ESRP du Maran, on propose un système de navette accessible, puisque nos établissements sont effectivement situés en zone rurale, mais il y a un système de transport qui est accessible pour le stagiaire, voilà, qui lui permet de venir sur l'établissement pratiquer la formation. Et pour l'établissement, par exemple, du ESRP du Maran, un hébergement situé centre-ville de Clermont-Ferrand, mais un centre de formation situé effectivement en zone rurale avec une navette prise en charge par établissement entre les 2 lieux. Bien, à l'issue de la formation, est-ce que la personne peut bénéficier d'un accompagnement dans l'emploi? Oui, si elle le souhaite.
effectivement, on a ce qu'on appelle des équipes dédiées au sein de nos établissements qui accompagnent à l'issue de la sortie, en tout cas qui aussi font des liens réguliers à l'issue de la formation. Au suivi post-formation, donc on appelle ça effectivement suivi post-formation, peuvent s'ajouter des dispositifs particuliers d'accompagnement vers et dans l'emploi, soit qui sont portés par le SRP, le SPO, soit pour lesquels nous allons faire le lien avec les partenaires dédiés. Donc on en a cité tout à l'heure, c'est le cas par exemple les liens avec l'emploi accompagné ou des dispositifs ou des prestations qu'on va mobiliser auprès de la GFIP. Un rappel aussi sur les taux d'obtention des diplômes des stagiaires qui rentrent sur nos établissements. 75% des stagiaires obtiennent leur diplôme. Ça, ce sont des données au niveau national. Et 63% d'entre eux s'insèrent dans l'emploi à l'issue des formations qui suivent au sein de nos établissements. Bien. Eh bien, ça va être la dernière question. Comment vous contacter? Voilà, comment nous contacter? Donc, c'est des informations que vous retrouverez sur nos sites internet qu'on vous met là en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Le site internet de l'ESRP DV avec 2 modalités d'accès, soit le site associatif, soit le site spécifique aux prestations du CRDV. Le CRP de la Motte, vous retrouverez là aussi l'ensemble des informations. Et puis, bon, pour chacun de nos établissements, une adresse mail contact. Que vous ayez une question spécifique sur le parcours d'un demandeur d'emploi qui deviendrait stagiaire ou le souhait, par exemple, de venir visiter nos établissements, n'hésitez pas là aussi à prendre contact avec nous. Et pour le SRP, le SPO du Maran, le tout nouveau site de l'ESRP, le SPO, pour lequel, là aussi, vous retrouverez l'ensemble des informations, y compris le calendrier des visites et des entrées sur nos dispositifs. On en arrive donc à la fin de la présentation de la réadaptation professionnelle et de nos services, voilà, et des réponses pratico-pratiques remontées par les conseillers Pôle emploi. Et nous sommes maintenant à votre écoute, nos partenaires, acteurs de la réadaptation professionnelle. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur des précisions quant à ce qu'on vient d'indiquer, ou peut-être des questions. Alors, on fait rentrer dans la salle, nous rejoint Monsieur Champ, voilà, qui arrive à l'instant. Il a une question, forcément. Peut-être. Donc, on le redit, c'est vrai que d'une présentation généraliste, mais à la fois qu'on s'est voulu aussi pratico-pratique, dans l'objectif que vous disposiez ensuite de cette visio et du support PowerPoint pour le déployer auprès de vos collaborateurs, pour qu'ils puissent tout connaître de la réadaptation professionnelle si ça n'était pas déjà le cas. On peut peut-être à la fois répondre à une question qui a été abordée, c'est Anne Denet là, qui vous parle, et préciser un petit peu les choses par rapport aux visites dont Jacques parlait tout à l'heure et qu'on a simplement évoqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a des systèmes de visite un peu régulières, mais qui peut être intéressant pour les conseillers par exemple de Pôle emploi, d'accompagner en fait les bénéficiaires si c'est possible pour eux, voire même si toutefois c'était quelque chose d'intéressant, de nous contacter pour organiser des visites avec plusieurs conseillers, alors soit autour d'une situation, soit tout simplement pour se rencontrer et organiser une visite particulière. À ça s'ajoutent des éventuels événements dont on vous fera part au cours de l'année sur des portes ouvertes ou d'autres types de rencontres qu'on espère en présentiel le plus possible dans l'année 2022 et à venir. Voilà, sur cette petite précision pour les visites, je pense que c'est intéressant qu'on puisse multiplier en fait les rencontres de ce type-là. Moi, je rajouterais bien que sur les visites, elles sont assez cruciales parce qu'il y a la question du lieu de vie pendant la formation qui est à vivre aussi. C'est compliqué de prendre la décision d'aller se former ailleurs. C'est compliqué d'être interne dans la tête des gens. La moyenne des gens qu'on accueille, c'est 41 ans au CRP La Motte, par exemple. Donc, il y a la question de la logistique familiale, il y a les questions de tout ça. Et se rendre sur le site, c'est aussi aller voir où je vais dormir. C'est des choses aussi simples. Et puis, il y a un autre aspect qui est, à mon avis, important, mais qui est souvent bien accompagné par les MDPH. Mais pour certains demandeurs d'emploi, on est des trucs spéciaux handicapés. Et ça, il faut le digérer. On reste des trucs où on y envoie des handicapés. Je fais exprès de le dire comme ça. Et en fait, quand les gens viennent, ils découvrent que le handicap est un peu invisible. Ils découvrent que tout compte fait, l'idée qu'ils avaient des personnes handicapées, alors qu'ils le sont aussi,
n'était pas très bonne. Donc la visite, elle est aussi pour moi dans peut-être l'acceptation un petit peu de ce qu'on est, de tomber sur les fantasmes ou le stigmate qu'on peut avoir des établissements spécialisés. Donc, c'est pour ça que je rebondis sur ce que dit Anne, mais il faut aussi inviter nos conseillers, les conseillers à venir voir, parce que les gens, moi, quand on accueille des gens qui ne connaissent pas, ils pensaient voir des fauteuils roulants partout, ils pensaient voir des gens dans des états qu'on n'imagine pas. Et la visite, elle sert à tout le monde, mais elle sert aussi bien aux demandeurs qui va s'apercevoir que certes, c'est un établissement spécialisé, mais que malgré tout, ça ressemble bien à un établissement bien normal, avec des gens bien normaux. J'utilise ces termes exprès, hein, parce qu'il y a des cheminements psychologiques un peu compliqués. Et pour les agents aussi, pour les prescripteurs aussi. Alors, en plus, on n'a pas de chance avec le Maran et puis la Motte, mais on est à la Cambrousse, on est dans des vieux bâtiments avec des châteaux. Donc, ça fait bien fantasmer sur le manque d'autonomie, sur le handicap plus. Donc, il faut vraiment y aller parce qu'il faut lutter contre ces stéréotypes-là, parce que le retour que nous font les gens quand ils viennent, c'est ça, c'est souvent ça. C'est j'imaginais pas que tout compte fait qu'ils ne se voient pas le handicap. Voilà. Donc, cette visite, elle est précieuse à tous les endroits de l'accompagnement, je trouve. Voilà, la vie perso, le cheminement perso, voilà. Oui, je confirme, les établissements sont des endroits où on se sent bien et où on a effectivement on va dire, une bonne surprise. Ah, merci, Les Joël. bâtiments et le bien-être des publics qui se ressent. Merci. Madame Bourlet, vous souhaitiez intervenir? Oui, voilà. Donc, moi, j'interviens au nom de la mission locale, donc, et des personnes de 16 à Ouais. 26 ans. Donc, c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport à l'accompagnement des mineurs. Je pense qu'il nous faudra un petit éclairage supplémentaire. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est typiquement effectivement alors, quelque chose qui se pratiquait dans certains des établissements et qui a été confirmé par ce nouveau décret d'octobre 2020 sur notre capacité à aujourd'hui pouvoir accueillir des publics mineurs. Voilà. Avec le questionnement que chacun peut avoir dans ses propres établissements, notamment sur la partie de l'hébergement et on va dire la mixité des publics, des publics adultes et effectivement adultes 40, 50 ans. Hein, on peut avoir des personnes de cet âge-là et la mixité avec des jeunes publics et dont des publics mineurs. Donc là, je dirais que c'est quelque chose qui est en cours. Voilà, aujourd'hui, de nos 3 établissements, cet accueil-là nécessite effectivement une considération particulière. Par contre, sur le volet formation, c'est déjà des choses qui se sont pratiquées, hein, d'accueillir un jeune mineur. Et là, c'est vraiment l'intérêt de co-construire ce parcours-là avec vous, les acteurs de terrain, parce qu'on sait que cet accompagnement, il est bien spécifique, notamment sur la dimension de l'intérêt au travail, des souhaits. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant aussi d'aller dans ce sens, d'accueillir ces publics. Et dans le cadre de cette étude régionale dont on vous a parlé tout à l'heure, ça fait partie des phases de développement de nos établissements, hein, d'ouvrir aussi, pour certains, tout ou partie de notre offre de formation à l'accueil de ce nouveau public. Donc, si ça fait partie de vos souhaits, n'hésitez pas à aller à la rencontre de nos services, parce que souvent, c'est la première étape pour ensuite mettre en œuvre des parcours d'insertion des jeunes, notamment. D'accord, j'y manquerai pas. Sur nos 3 CRP, ce n'est pas le cas, mais dans certains CRP, ARA d'ailleurs, hein, il y a même des actions spécifiques jeunes. Alors après, est-ce qu'on décide de faire ça? Moi, mon établissement, on est plutôt sur une logique de mixité. On accueille à la Motte historiquement 20 à 25% de moins de 26 ans. Et concernant les très mineurs, nous, la question qu'on se pose fondamentalement, ça rejoint une question c'est l'autonomie et le besoin d'accompagnement. Hein, donc, par exemple, on peut avoir des gens vulnérables, mais on les a déjà. On accueille des jeunes qui sortent d'IME à 21 ans. En termes de vulnérabilité, c'est déjà des prises en charge qu'on connaît. Alors qu'ils aient 16 ans et demi ou qu'ils aient 18 ans et demi, la question, c'est le besoin d'accompagnement, c'est le lien social, c'est le besoin de développement des relations. Et ce qu'a rajouté Céline, c'est la question de l'hébergement. Donc, comment les parents… Hein, en fait, pour nous, c'est le parent devient la personne référente morale et donc c'est avec elle qu'il va falloir qu'on contractualise les choses. Aujourd'hui, quand vous envoyez quelqu'un chez nous, c'est avec lui qu'on traite. Demain, on va traiter avec, j'arrive plus à retrouver le nom officiel, avec ses parents ou son représentant légal. Mais c'est assez simple en fait dans la réalité. Ce qu'on doit mesurer, c'est ce petit jeune, est-ce qu'on le projette dans un établissement comme ça? Est-ce qu'il a besoin de quoi en accompagnement? Et est-ce que l'établissement que j'ai visé avec lui va lui donner réponse à cet endroit-là? La question de l'âge, elle est presque secondaire, je trouve, par rapport aux habitudes de travail qu'on peut avoir ici et là. Hein,
Alors, ce n'est peut-être pas le cas de tous les établissements. Il faut oser prendre le téléphone et puis, s'il y a des inquiétudes, il faut les lever avec certains établissements, hein, mais ce n'est pas un paradigme nouveau pour nous, hein. Comme disait Céline, c'est pas un paradigme. C'est juste qu'on va dire ils pourront avoir moins de 18 ans, mais qu'est-ce qui distingue un jeune de 16 à 19 ans? C'est peut-être des besoins d'accompagnement, c'est peut-être des besoins liés à de la vulnérabilité. Et ça, on a une expertise, enfin, on peut toujours s'améliorer, hein, mais on a une expertise de ça dans l'évaluation. Et la MDPH nous éclaire bien aussi, hein, sur des besoins d'accompagnement comme ça. Voilà. D'accord, merci. Il y a une autre question qui pourrait aussi se poser, peut-être, c'est sur celle de… On vous a montré en fait les sites internet de nos différents centres et donc l'offre de services qui est proposée. Mais imaginons qu'un conseiller Pôle emploi Mission Locale accompagne quelqu'un sur un projet pour lequel aucune de nos formations ne répond. Donc là, c'est un peu l'idée d'élargir aussi, du coup, à titre de réponse, à l'ensemble de l'offre de services proposée par tous les établissements de réadaptation professionnelle qui sont en France. Bien sûr, ça sous-entend de la mobilité. Voilà. Mais simplement, on voulait vous indiquer que si les formations que nous proposons ne correspondent pas au projet porté par la personne que vous accompagnez, vous pouvez vous référer au site de la FAGER qui propose une clé d'entrée par lieu ou par formation et centre d'intérêt, enfin pas centre d'intérêt, mais par secteur d'activité. Donc voilà, il y a un petit moteur de recherche très simple en début de site internet, voilà, que vous avez en direct par Madame Vergniaud. Et simplement, en sélectionnant le secteur qui peut vous intéresser, vous aurez à cette fois-là la liste des centres de réadaptation professionnelle qui, en France, proposent les formations et à chaque fois les précisions et le lien sur le site internet du centre correspondant pour pouvoir prendre contact et faire un peu la même démarche que celle qu'on a pu vous présenter aussi nous concernant. Merci. D'autres compléments d'information, messieurs, dames? Ou d'échanges, tant qu'on y est? On ne voit pas les visages, c'est dur, hein. Est-ce que du coup, on clôture cette petite séance de travail Je vais du coup te repasser la parole, Thierry, puis pour Madame et Madame Derignac pour conclure, suite à quoi je terminerai l'enregistrement. Joël, je vous donne la parole. Oui, alors je vais improviser parce que je n'ai rien de particulier. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu toutes les réponses aux questions que j'avais pu soulever. J'aimerais bien pouvoir, dans quelques mois, vérifier l'impact de cet échange et vérifier que les prescripteurs, notamment ceux du réseau Pôle emploi, se sont bien appropriés tous ces éléments. Donc peut-être on pourrait imaginer un nouveau temps d'échange dans quelques temps, ou, je ne sais pas, un petit comité pour rappeler, pour voir si d'autres questions sont apparues, s'il y a des incompréhensions. Voilà, c'est une proposition, au choix. Ok. Moi, je vais en profiter pour remercier Joël sur la contribution à ce travail, parce que le pratico-pratique, il vient un petit peu aussi d'interrogations qu'elle a organisées auprès de ses agents, et c'était intéressant de la formule. Là, je trouve, en fait, tout compte fait, c'est assez intéressant comment on a travaillé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est on viendra vers vous tous dès que l'arrêté sortira sur les décrets, parce que ça ne va pas être la révolution, mais ça va pouvoir permettre d'impulser des choses, de répondre à des questions qu'on a encore sur de la mise en œuvre. Voilà. Donc là, il faut quand même imaginer que les arrêtés ne vont pas tout régler tout de suite, ils vont juste ouvrir les portes, et à mon avis, dans 1 an ou 2, on sera complètement calé par rapport à tout ce qui va se passer, à toutes les questions qu'on peut se poser. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a été assez clair, on avait cette intention-là,
Et Joël, moi, ça m'intéresse aussi de voir en interne chez nous, chez vous, et puis chez vous les partenaires, si vous diffusez, si vous osez diffuser cette petite séquence pour voir comment les gens s'y retrouvent et tout compte fait, est-ce que le niveau d'information est plutôt bien. Là, c'est difficile. Nous, c'est difficile à l'apprendre en fait, dans la réalité. Mais on compte sur vous pour le faire. Ça peut être pas mal. Et puis, pas hésiter à nous faire des retours parce qu'on peut donner suite à ce genre de choses. En attendant, vous remercie beaucoup de votre patience et de votre sagesse. Et puis, je pense qu'on peut se remercier tous et se dire à une prochaine. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, bonne journée.